Amis followers, chers internautes, salut à vous. Vous regardez Culture Sud, votre rendez-vous culturel des peuples du Sud, des peuples afro. Christophe Foto, c'est mon nom. Bienvenue. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des futures productions. Aujourd'hui, CFP Media Prod est allé à la rencontre d'une artiste plasticienne, d'une charmante dame, initiée à l'art dès son enfance par son père. Elle se définit comme une archiviste de la mémoire sociale et culturelle de son pays. Pour elle, savoir d'où on vient nous aide à savoir où on va. Elle se refuse de faire l'art pour l'art. Voici pour vous, amis followers, Rhodes Makambu, l'artiste qui a déjà participé à au moins 230 expositions collectives ou individuelles dans le monde. Bienvenue à toi, Rhodes. Merci. Bonjour, Christophe. Nous sommes heureux de te recevoir ici chez toi, on va dire dans ton atelier, finalement. Oui. Comment tu te sens? Très bien. D'ailleurs, le plaisir est partagé. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon atelier. Il faut le dire, hein, c'est un rendez-vous qui a eu difficile à se caler parce qu'on sait que tu as un agenda très chargé et la météo n'aidant pas. Il faut dire que les internautes auront la possibilité de voir les œuvres que tu fais déjà, ils le voient en décor. Okay. Mais plus précisément, bientôt ils verront ce que tu leur réserves en surprise en extérieur. En quelques mots ou alors de manière plus explicite, est-ce que tu peux te présenter? Je pense que vous avez tout fait, mais bon, j'essaye. Donc, je m'appelle Rhodes. Je suis fille de peintre, finalement. Je suis née d'un papa artiste qui m'a initiée à l'art depuis l'enfance. Donc, quand j'étais enfant, en quelque sorte, j'ai suivi 2 formations. Pendant la période scolaire, j'étais à l'école. Pendant les vacances, dans l'atelier de mon père. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ces 2 formations. Et donc, quand je travaillais dans l'atelier de mon père, dans un premier temps, c'est juste pour satisfaire ma curiosité d'enfant. Parce que je me posais beaucoup de questions sur mon père, parce que je l'ai vu créer. Donc voilà, donc je me posais la question de savoir est-ce qu'il avait quelque chose en plus qui lui permettait de faire ce genre de réalisation, parce que pour moi c'était étonnant, exceptionnel, je voulais être lui. Donc c'est par curiosité que je me suis beaucoup intéressée au travail de mon papa, qui a très vite compris mon intérêt. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a formée. Donc, pour faire simple, c'est auprès de mon père que j'ai appris tout ce que faire aujourd'hui. C'est-à-dire, mon père m'a formée à la technique du dessin, à la technique de la composition. Je parlerai même des subtilités du chromatisme et leur symbolisme. Mais là, on va revenir tout à l'heure en plus en détail. Mais je veux dire, toi qui es initié, qui a été initié dès ta tendre enfance, on voit encore des photos sur ton site internet, toi auprès de ton papa sur une grande sculpture ou alors une grande peinture. Comment ça s'est fait? Parce que d'autres enfants n'auraient peut-être pas accroché. À quel moment est-ce que tu as senti que c'était ta voie, c'était ta passion? En fait, je n'ai jamais finalement abandonné l'idée. Je voulais vraiment être comme lui. C'était ton modèle, quoi. C'était mon modèle, c'est d'ailleurs mon principal mentor aussi. Et donc, j'étais tout simplement déterminée. Et donc, je suis ce que j'ai voulu être, en fait. C'était plus profond, c'était au plus profond de moi. Je ressentais qu'il fallait m'exprimer par ce biais-là. Oui, on sait que ton père, il a, si je me trompe, il faut me corriger, mais son premier métier, c'était la maçonnerie, si j'ai bien fouillé dans les archives, là. Oui, c'est vrai que mon père a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, peut-être parmi lesquelles la maçonnerie. Mais je veux dire, entre le moment où il commence à faire des expositions internationales, comment toi tu vis la chose? Il faut dire que... Toi qui voulais être son modèle, est-ce qu'à ce moment tu t'es dit, voilà, le chemin il est tracé, le pas il est tracé, je vais sans lui, mais je sais que demain je serai comme lui?
Non, ça n'allait vraiment pas dans... Ce n'était pas vraiment ça ma vision. Moi, c'était vraiment... J'avais tout simplement le... J'aimais fabriquer. Okay. J'aimais fabriquer déjà comme enfant. Et donc, quand je le voyais faire, parce que moi, j'ai vu des toiles naître, enfin, comment on dit, sous tes yeux, à la maison. Sous mes yeux, et puis évoluer. Et donc, le résultat, à la fin, c'était vraiment très impressionnant. Oui. Donc, moi, je voulais aussi faire ce parcours, suivre ce parcours-là, comment commencer quelque chose et terminer une œuvre artistique. Okay. Donc moi, c'était surtout ça. Donc c'était tout simplement le goût de la fabrication. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé cette envie. J'aime le goût de fabriquer quelque chose avec mes mains pour raconter une histoire. Donc ce n'était pas tant le fait que mon père participe à des expositions internationales. Ce n'était pas vraiment ça. Moi, c'était vraiment le plaisir qu'on a dans l'atelier à concevoir, à réaliser, à aller au bout de son œuvre ou encore au bout de l'histoire qu'on est en train de raconter dans l'œuvre. Donc moi, c'était surtout dans ce cadre-là qu'il fallait chercher ma curiosité. Une curiosité qui n'a pas cessé, hein, puisqu'on sait que tu continues de faire des choses exceptionnelles. D'ailleurs, une de tes dernières œuvres a été présentée aux Beaux-Arts, si je ne me trompe. Vous parlez donc de la sculpture de Lumumba. Ici, oui, la sculpture de Lumumba, effectivement. Oui, oui, mais ça, c'était une commande, justement. Oui. J'avais reçu une commande de l'association Banco qui militait pour la valorisation de l'image de Lumumba en tant que personnage, parce que ça reste un modèle, mais même le mot est faible. Oui. C'est un grand modèle Patrice Lumumba, qu'il faut rappeler, qui est Premier ministre de la République démocratique du Congo. Du Congo, oui. Donc, après l'indépendance. Après l'indépendance, oui. Donc, c'est le Premier ministre juste après l'indépendance, quoi. Donc, c'est vraiment très important. Et donc, moi, j'ai reçu une commande de réaliser une sculpture de Patrice Emery Lumumba pour participer, c'est-à-dire cette sculpture devait être transportée gauche à droite parce qu'il fallait aussi penser à comment la déplacer, cette sculpture. La concevoir. La concevoir, oui. Donc il fallait penser aussi à tout ça. Mais j'ai tout simplement utilisé finalement la matière avec laquelle je travaille dans mon atelier, la sciure de bois et la colle. Oui. Donc j'ai fait avec ce que j'avais en main. Mais il fallait concevoir la sculpture de manière à ce qu'on la déplace facilement. Donc voilà, et parce que le sujet de Lumumba comme panafricain, comme quelqu'un qui voulait encourager, en tout cas, son combat, c'était valoriser la dignité humaine. Oui. Donc moi, je me suis vraiment sentie impliquée, touchée par la cause. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le projet, concevoir l'œuvre et puis participer à des expositions finalement itinérantes. Est-ce que tu te considères comme une artiste de musée, des grandes expos, ou alors tu te considères comme une artiste libre dans ton esprit, une artiste indépendante? Bon, tout ça est un peu mélangé, c'est un peu les deux en même temps. Okay. Hein, parce qu'il faut dire que j'ai une inspiration, donc toute création part d'une inspiration. Donc l'inspiration, c'est dans l'esprit, mais moi maintenant, en tant qu'artiste, je vais matérialiser cette inspiration pour créer une œuvre d'art. Donc l'inspiration vient de l'esprit, mais ça vise finalement un objectif, un but le corps, ça vise l'homme, ça vise le corps. Donc voilà. Donc quand je crée dans mon atelier une œuvre d'art, ça ne devrait pas seulement s'arrêter là, parce que moi aussi j'ai envie de l'exporter, de communiquer, parce que de transmettre le message. De transmettre le message aussi, parce que moi je me sers de l'art pour faire passer aussi mes idées, des choses que j'ai envie que ça puisse faire évoluer la société, des choses que j'ai envie vraiment de voir se développer dans le pays, dans mon
entourage, dans mon entourage, dans ton environnement le plus proche finalement. Voilà, donc tout ça. Et donc, l'idée que ces œuvres se retrouvent à la fin, mais même quand ces œuvres arrivent dans des musées, c'est pas vraiment non plus la fin de la fin. Le voyage continue toujours à travers l'œil du spectateur. Donc, je disais que tout ça, pour moi, finalement, je suis libre dans ma création, dans mon atelier, je suis libre. J'ai envie de faire passer ce que je veux comme message. Et puis, je veux aussi transmettre ce message-là à d'autres personnes pour partager, pour qu'il y ait échange, parce que c'est aussi mon but premier. Et aussi être dans des musées, si possible, pour encore faire, je dirais, large diffusion. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé d'avoir des personnes qui sont responsables des expositions, te donner une conduite à tenir ou une marche à suivre pour un type d'art bien précis? Par exemple, on peut peut-être mettre 2-3 artistes peintres dans une salle et leur dicter finalement ce qu'on voudrait qu'on obtienne à la fin comme résultat. Est-ce que toi, tu te mets dans ce cadre-là finalement? Ben, je ne sais pas si je réussirais. Parce que moi, je m'inspire beaucoup donc du quotidien. Oui. Donc moi, je m'inspire de la vie de tous les jours, de la réalité, de ce que font les gens, de ce que racontent les gens. Et là-dedans, il y a des choses qui m'inspirent. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc tu n'es pas cloisonné à une idée, on va dire que finalement, on ne peut pas t'imposer un itinéraire ou une vision que tu ne partages pas finalement. Difficile parce que je ne réussirai pas. Ouais. Je ne réussirai pas parce que, comme je viens de le dire, moi, ma source d'inspiration vient de la rue. Alors, c'est peut-être... Alors, si on doit m'imposer quelque chose, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est vraiment, il faut commencer à la racine, d'où je puise mon inspiration. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être la rue qui m'impose des sujets, des choses, oui, on peut dire ça comme ça, mais vraiment imposer, voilà, il faut faire comme ça, cloisonner dans une salle, il faut faire comme ça. Je ne réussirai pas. D'ailleurs, j'ai il y a longtemps participé à un projet où on nous avait carrément donné des livres dans lesquels on devait s'inspirer. Oui. Donc on devait déjà regarder ce que les autres artistes ont fait, mais c'était très, très conceptuel. Donc moi, je n'ai pas réussi à fonctionner comme ça. Comme ça, oui. Donc ça va être difficile pour moi en tout cas. Aujourd'hui, tu as parlé d'un projet dans lequel tu étais associé parce que le projet te tenait à cœur, Patrice Emery Lumumba. La majorité de tes œuvres, ce sont des commandes ou alors c'est une création de l'esprit spontanée, on va le dire comme ça, ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux parce que moi-même aussi, je m'impose des thèmes. Hein. Ouais. C'est vrai que il faut parfois se concentrer. Hein. Il faut que l'énergie, c'est vrai que je peux être une artiste débordante d'énergie, mais il faut que tout ça soit canalisé. Donc, je venais de dire tantôt que je m'inspire de la rue, du quotidien, mais il y a des choses vraiment qui me tiennent à cœur que je mets en avant-plan. Oui. Par exemple, je milite pour la valorisation de la femme, donc de l'image de la femme. Donc, dans mon œuvre, on le constate très vite que la femme reste au cœur de mes créations. Et ça, on va y revenir. Voilà. Puisque tu as répondu à la question, finalement, donc c'est difficile de te cloisonner dans un schéma de pensée pour conceptualiser finalement ton œuvre. Mais est-ce que tu peux dire à nos amis internautes et followers quels sont les matériaux et les outils que tu utilises finalement pour arriver à avoir des si beaux tableaux comme ceux qu'on a à l'intérieur ou alors des si belles sculptures comme celles qu'on a avec nous ici en studio? Donc, pour les tableaux, bien évidemment, j'utilise la peinture. Je travaille
la peinture à l'huile, je fais du couteau. Et pour la sculpture, je travaille la sciure de bois et la colle. Donc, c'est une technique que moi-même j'ai mise au point. Oui. Est-ce que tu l'as breveté? Accident. Est-ce que tu l'as breveté? Parce que maintenant, elle va se voler. Hein? Mais bon, c'est pas grave. OK. Je n'interdis pas finalement l'utilisation de la matière. C'est comme ça. OK. Voilà. Donc, j'ai commencé par tailler le bois. Oui. J'ai commencé à faire... Non, déjà, je dois remettre un peu les choses en ordre. Oui, c'est important. Moi, je suis née d'un papa artiste, donc j'ai commencé par la peinture. Donc, mon père m'a appris à peindre, comme je disais tantôt, la technique de dessin, de la composition, comment placer les éléments dans un tableau. On appelle ça l'animation. Okay. Donc, ça, j'ai appris auprès de mon père. Mais le problème, c'est qu'après avoir réalisé un tableau, j'avais toujours l'habitude de prendre du recul, 3, 4 mètres, 5 mètres, pour voir un peu à distance si ça rentrait bien dans le cadre. Voilà, j'avais cette habitude-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé tout doucement le goût de faire de la sculpture. Donc, j'avais envie de ressortir un peu ces personnages-là en 3 dimensions, pour question de faire un peu plus vrai. OK, plus réaliste. Plus réaliste. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé donc, le goût de faire de la sculpture. Et je n'ai pas tout de suite commencé avec la sciure de bois parce que j'étais encore en train de réfléchir qu'est-ce que je devais utiliser comme matière. Mais bon, tout naturellement, quand on parle de sculpture, on voit le bois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des sculptures en bois, à tailler le bois. Mais je n'étais pas très à l'aise non plus parce que moi, je voulais faire des grandes sculptures, ce qui est très, très difficile à faire avec du bois parce qu'il faut déjà avoir des troncs d'arbres assez costauds. Donc, voilà. Mais l'idée trottait dans ma tête. Oui. Voilà. Et donc, c'est comme par accident que je suis tombée sur la sciure de bois et la colle, parce que dans la cuisine de ma mère fait la cuisine avec la sciure de bois, donc ça traîne dans mon atelier. Et j'ai fait un petit accident, c'est-à-dire que la colle à bois est tombée sur la sciure, ça s'est mélangé, et à la fin, j'avais quelque chose de dur, une fois séché, j'avais quelque chose de dur comme le bois. Ah. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit... Tiens, je tiens quelque chose. Je tiens quelque chose. Et encore, quand tu prends la sciure et la colle, tu mélanges, tu as une pâte. Et encore, il faut réfléchir comment faire pour donner une forme modélée. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi eu l'idée de travailler finalement l'armature. Donc, l'armature, donc la structure métallique sur laquelle je viens appliquer la matière ou encore la chair. Je dirais ça comme ça de mon œuvre. Donc voilà, donc tout ça est venu au fur et à mesure et par accident. La matière que j'utilise pour réaliser mes sculptures, c'est donc la sciure de bois mélangée à la colle. Qui sont des personnes qui se disputent tes œuvres finalement lors de tes expositions? C'est une personne ordinaire, ce sont des collectionneurs, ce sont des personnes qui sont touchées par les sujets que tu abordes dans tes sculptures et tes tableaux, qui sont finalement les personnes qui s'intéressent à tes produits? Oui, donc de façon générale, comme je fais beaucoup je crée beaucoup d'œuvres en rapport avec la valorisation de l'image de la femme et parfois même dans un deuxième temps, je fais aussi des œuvres qui retracent un peu les scènes du quotidien, mais un quotidien, comment on dit, un quotidien paysan. Okay. Donc, je retrace aussi un peu ces scènes-là pour rappeler aussi aux jeunes que attention, derrière ces activités, parce que ce n'est plus très à la mode, hein, de pratiquer comme on pratiquait à l'époque pour faire telle ou telle chose, parce que nous faisons face à une modernité galopante, hein, comme je dis toujours. Donc voilà. Donc il y a un problème maintenant des jeunes qui semblent rejeter tout ça en bloc. Et donc c'est là où j'interviens en tant qu'artiste, parce qu'on a aussi cette mission-là aussi, je prends ça comme une mission, c'est peut-être exagéré, mais bon, on a aussi ce côté-là de vouloir
interpellés. Donc c'est là où je dis aux jeunes, attention, derrière ces activités, il y a un savoir, il y a une technicité, il y a une façon de faire qu'il ne faut pas rejeter à la poubelle. Parce que avoir connaissance, avoir conscience de cette technicité-là, fait de nous tout simplement des gens riches de possibilités, de multiples façons de faire. Donc mon travail, pour faire simple, c'est divisé en deux parties que je viens de citer ici. Oui. Donc la valorisation de l'image de la femme et la valorisation des métiers qui tentent à disparaître, c'est-à-dire des choses qu'on voyait fréquemment avant, qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Donc ceux qui achètent mes œuvres, je pense que c'est ceux qui acceptent aussi avant tout ce message. OK. C'est ceux qui aussi pensent comme moi que la femme est le moteur de notre société, de nos sociétés, parce qu'elle est c'est elle qui fait tourner nos sociétés. C'est tout ça que j'ai envie de dire dans mes œuvres. Donc je veux montrer que la femme joue un rôle de premier plan. Oui. Et si je dois aller plus loin, je pense aussi que le développement en Afrique passera par des femmes. Okay. Donc moi, je veux déjà, je sens en tout cas ce besoin-là de le rappeler dans ce que je fais. Donc ceux qui viennent acheter mes œuvres, il y en a qui ont 2 ou 3 de mes œuvres chez eux, mais pour moi, c'est déjà ça, les collectionneurs. Ah ouais. Même s'ils ne sont pas mondialement connus, mais des gens qui viennent, qui achètent un tableau aujourd'hui, 2 tableaux, 3, 4. Pour moi, ce sont des collectionneurs de mon œuvre parce qu'ils se retrouvent dans le message que le message, ils sont aussi portés finalement par ce même idéal-là. Mais Aude, honnêtement, combien vaut une de tes toiles sur le marché de l'art aujourd'hui? Bon, il faut dire que je ne suis pas sur le marché de l'art. Il faut bien expliquer tout ça. Alors, pour nos amis followers, nos amis téléspectateurs, est-ce que tu sais expliquer ce que ça veut dire d'être ou de ne pas être sur le marché de l'art? Dans la mode, on appellerait ça la tendance. Oui. On appellerait ça être... dans la mouvance, de suivre, évoluer avec son temps, voilà, être à la mode. Oui. Voilà. Et donc, la mode dans l'art, c'est le concept. C'est le concept. Ce n'est plus forcément travailler comme moi je travaille, parce qu'il faut dire que moi, je travaille encore en utilisant finalement la technique ou encore les techniques picturales traditionnelles. Okay. Donc, je suis encore à ma peinture, je suis encore à toucher à ma sculpture, je suis encore dans la matière, mais le concept, ce n'est plus forcément ça. Ce n'est plus forcément ça, c'est l'idée. Et puis... voilà, prendre des objets du quotidien pour représenter cette idée-là. Donc, le concept passe surtout par l'explication. Oui. Parfois, quand tu vois l'œuvre qui est exposée et quand tu lis le texte qui explique donc l'œuvre, en tout cas, il faut vraiment lire pour bien comprendre. Donc, c'est vraiment très... C'est de l'esprit, c'est vrai, mais ce n'est plus... C'est très difficile de faire directement la lecture d'une œuvre d'art, comme on le fait encore de façon traditionnelle dans ce que je fais. Donc, j'essaie de mettre maximum d'éléments pour que le spectateur puisse... Je donne assez d'éléments et même la clé pour que le spectateur puisse lui-même aussi facilement faire la lecture d'une œuvre d'art. Donc je ne suis pas forcément là, je ne dois pas forcément être là pour expliquer, mais que l'œuvre peut directement, il peut y avoir communication directe entre la personne qui regarde l'œuvre et l'œuvre en elle-même.
Donc ça, c'est... Je ne sais pas si j'ai été Et claire. finalement, ça ne donne pas la valeur du tableau que ça peut, la valeur financière qu'un tableau, même si tu n'es pas sur le marché de l'art, je veux dire, un tableau peut s'estimer à quoi? 500 €, 1000 €, dépendamment de la taille, pour ceux qui voudraient bien s'en procurer, par exemple? Bon, ça, en fonction des dimensions, comme vous venez de le signaler. Donc, ça part de 1000 € et puis, voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce que Rhodes vit de son art et de ses sculptures? Aujourd'hui, je dirais non. OK. Aujourd'hui, je dirais non, mais j'ai bon espoir. OK. J'ai bon espoir parce que je suis quand même très souvent invitée à des expositions parce que je fais de l'art ou que les gens, enfin, je pense, et les gens me le rendent bien aussi. Ils trouvent qu'il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. C'est un travail qui a du sens. Moi-même, je pense aussi que je fais un travail qui a du sens. Et j'essaye un peu de transmettre ce sens-là. Donc voilà. Et quand tu déclares, par exemple, tu ne veux pas faire de l'art pour l'art, quel est le message que tu veux véhiculer au travers de cette expression? Oui, c'est vrai que quand je dis je ne veux pas faire de l'art pour l'art, j'ai tout simplement, c'est une façon tout simplement pour moi de dire que je veux faire un art qui doit servir au moins à quelque chose. OK. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces thèmes-là. OK. Parce que je me sens à l'aise pour porter aussi le thème de la femme, de la valorisation de la femme. Mais Rhodes, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quand tu parles de la valorisation de la femme, ou bien quand tu parles des thèmes qui ont trait à la femme, tu peux me citer 2 ou 3 thèmes, ou bien alors pour nos amis followers, nos téléspectateurs, quels sont 2 ou 3 thèmes qui te tiennent à cœur, qu'on remarque dans tes tableaux, ou alors même dans tes sculptures, très exactement? Bon, parce que, allez, valorisation de la femme, c'est quand même vaste, non? Quand je parle de la valorisation de la femme, c'est vrai que c'est général, mais c'est déjà tout ça. C'est-à-dire, je veux tout simplement qu'on accentue ou chez d'autres personnes peut-être réveiller l'intérêt. C'est quelque chose que je trouve que c'est très important de l'avoir dans l'esprit, de ne jamais le perdre de vue. Et c'est ce qui me pousse finalement dans mon art de le rappeler à travers son quotidien, en choisissant même dans ce quotidien-là des postures. Par exemple, je fais beaucoup de scènes de marché, parce que les marchés finalement c'est des lieux de vie, c'est là où tout se passe finalement. Et donc je fais aussi le thème de la femme mère, de la femme porteuse, parce que la femme, c'est vrai qu'elle porte beaucoup de choses sur la tête, par exemple. Je fais beaucoup de porteuses d'eau, mais elle n'est pas que cela. Elle est aussi la porteuse de vie, tout simplement. Très important. Et donc, sur le thème de la mère, je profite quand je suis dans des expositions de rappeler que la femme, elle est la première personne au monde à transmettre l'oralité à l'enfant, au moyen des berceuses qu'elle chante à son enfant. Elle est là aussi pour gouverner, même je dirais, les premiers pas de l'enfant. Donc c'est la femme, en quelque sorte, qui donne les premiers, on va dire, les bases, hein, dans la société. Et puis c'est la... Comment dire, c'est elle qui donne qui donne les valeurs finalement fondatrices que les valeurs de la société. Fondatrices initiales à son enfant. De la société. Et l'éducation surtout, parce que l'école n'est qu'une continuité. Mais les racines de l'éducation, la base même de cette éducation-là... C'est dans la cellule familiale et donc c'est la maman en général. C'est dans la famille, c'est dans la... Donc c'est rappeler un peu cette importance-là, ce grand rôle de la femme qu'on a tendance à oublier. Et ce sujet d'ailleurs est très actuel au moment où nous parlons.
est vrai qu'il est très actuel ce sujet et la femme. On va continuer de la mettre en valeur et c'est pour ça que CFP Mediaprod tu nous as fait l'honneur de nous recevoir chez toi, mais pour CFP Mediaprod aussi c'est un plaisir de te mettre en lumière au travers des œuvres qui sont les tiennes et du travail magnifique et exceptionnel que tu fais finalement au travers de tes sculptures et de tes tableaux. Comment est-ce que tu comptes rendre l'art public? Comment est-ce que ça fait partie de tes combats de finalement rendre l'art accessible à beaucoup de personnes ou alors à l'individu lambda ou alors je veux dire, de le simplifier à la plus simple expression qu'on peut en tirer? Oui, je fais... pour répondre à cette question, bien évidemment, j'y pense souvent. Donc, je fais des expositions aussi publiques, hein, je dirais même en plein air. Ici en Europe, j'ai fait pas mal de festivals, hein, en apportant des grandes sculptures qui font 3 ou 4 mètres de hauteur. C'est bien pour ce cadre-là de festival. Et à Brazzaville aussi, j'ai un projet, je l'ai déjà fait 2 fois. Ici, je suis en train d'inscrire ce projet dans la continuité. Okay. C'est-à-dire, je mets des grandes sculptures sur un camion en plateforme et on fait le tour de la ville avec une fanfare pour rendre l'art accessible à tout le monde, même ceux qui n'osent pas pousser les portes d'une galerie, par exemple. Okay. Donc, voilà ce que je peux faire, ce que je fais déjà à mon niveau pour rendre l'art accessible à tous. Est-ce que, par exemple, au terme d'un tour de ville, par exemple, comme tu viens de l'énoncer, il y a des personnes qui t'approchent pour exprimer leur joie, leurs sentiments lorsqu'ils voient des sculptures aussi grand détail? Oui, j'ai de tout. J'ai de tout. J'ai des gens qui m'encouragent. Et puis, j'ai des gens aussi à qui je fais peur. C'est bizarre, à qui je fais peur. Parce que pour eux, les sculptures, c'est des fétiches. Ah ouais, voilà. OK. Donc, je suis la grande artiste, peut-être génie pour certains, et puis la féticheuse aussi. Pour d'autres. Pour d'autres, donc voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment du travail, mais comment résoudre ce problème? C'est en continuant à le faire et à expliquer que ce ne sont pas des fétiches, que bon, donc voilà, on peut toujours travailler ensemble, mais je dois continuer à le faire pour que finalement... que ça brise un peu les chaînes et les tabous qui sont dans les esprits des uns et des autres. C'est ça. Rhodes? Ah oui. Est-ce que tu transmets ton savoir? Oui. Je viens d'ouvrir, donc j'ai 2 ateliers. Hein. Ici, je vous ai reçu dans mon atelier à Bruxelles, mais j'ai le même atelier à Brazzaville. Okay. Et donc là, il y a 2 ans, j'ai ouvert une galerie et aussi un centre de formation. Important. Pour des enfants de la rue qui veulent, pour qui je suis le modèle finalement. Okay. Et donc, j'ai ouvert mes bras. Je dis, venez, on va travailler ensemble. Donc, au moment où je vous parle, j'ai été l'année passée. Donc, j'ai fait beaucoup de croquis que j'ai laissés dans l'atelier. Dans l'atelier. Et donc, les enfants viennent les week-ends travailler au dessin, s'exercer un peu. Il y a moyen de faire du dessin libre. Il y a moyen aussi de suivre ce que j'ai laissé comme modèle. Et donc, on laisse les copies dans l'atelier signature et la date. Et donc, je suis en train de me préparer là pour 1 an après. Donc, je repars à Brazzaville dans 2 mois pour aller un peu rencontrer tous ces enfants qui sont venus travailler et puis voir un peu, étudier ensemble avec eux ce qu'ils ont fait. Et puis voir, en fonction de ce qu'ils ont produit, si on peut déjà passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la peinture. Donc voilà. Donc j'ai aussi ce projet-là
au Congo. Ben oui, évidemment, en tant qu'artiste, c'est aussi un plaisir de transmettre. Combien d'enfants, plus ou moins, dans cet atelier au Congo? Ça varie entre 20 et 30 enfants quand même qui passent. Oui. En tout cas, nous te félicitons pour cela. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. On est fiers, on espère qu'en des passages au Congo, on s'arrêtera pour voir comment ça se passe. Vous êtes les bienvenus, et prendre quelques prises de vue. Et dis-moi un peu, Roth, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que tu n'as pas peur quand tu vois ce que l'intelligence artificielle génère comme image, juste via quelques mots qui sont... allez, je dis à l'ordinateur aujourd'hui, fais-moi un tableau avec des lions, des arbres et je ne sais pas quoi d'autre. Et j'ai un résultat. Quand tu vois ça, est-ce que ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que moi, je suis finalement très attachée à la matière, hein, à la matière, au toucher. Et donc, j'ai cette sensibilité-là. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette sensibilité-là. Je pense que même ceux qui aiment mon travail, même ceux qui aiment le travail des tableaux, tout simplement, ils ont aussi besoin de cette sensibilité-là, hein, de toucher la matière. Ça ne va jamais faire la chose comme la main. Ouais. Une œuvre d'art, voilà, je suis très attachée, vous allez le constater, le vraiment, de l'esprit, à la matière. Façon, oui, l'inspiration, c'est comme je l'ai dit tantôt, ça vient de l'esprit, mais après, il faut matérialiser cet esprit et ça se passe par l'opération de l'artiste, qui est donc le processus de création. Ouais. Donc, il nous faut de la matière, il nous faut même une combinaison même de matière, de matériaux. Et donc, je pense qu'on n'a pas ce rendu-là, en tout cas, hein, d'après les renseignements que j'ai de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Mais évidemment, quand je parle de ces beaux jours-là, ben, on y va ensemble avec ceux qui aussi ont un lien fort avec la matière, ceux qui ont aussi une sensibilité développée de la matière. Je pense que c'est ça qui fera la différence. Ok. Une différence qu'on sait peut-être dans des années, ça va persister, parce qu'au toucher d'un tableau comme celui-là, on ressent effectivement de la matière dont tu parles. J'ai fait l'exercice, hein, j'ai imprimé un travail que j'ai demandé à une IA de générer. Okay. Et bien évidemment, je peux te le confirmer, je n'ai pas cette sensation au toucher comme je l'ai avec ce tableau. Ouais. Alors Roth, ici je vais te poser une question. Est-ce que par exemple pour ce tableau, tu sais nous raconter, tu sais nous dire l'histoire que ce tableau raconte? C'est des vendeuses finalement. C'est un groupe de vendeuses qui marchent pour aller sur un marché. Voilà, ils sont presque arrivés parce qu'on voit ici un peu la sortie. Hein, la sortie. C'est toujours dans un cadre, dans un cadre naturel. Donc, on voit un peu l'arbre ici, la forêt. Mais disons que c'est ce groupe de personnes-là que je voulais raconter, qui ont aussi sûrement des affinités entre elles. C'est un groupe de femmes, de vendeuses, pour souligner aussi la solidarité entre vendeuses. Et bon, donc ça se passe bien, ils sont ensemble. Est-ce qu'ils vendent tous la même chose? Oui, peut-être. Voilà, c'est un peu tout ça. Et il y a des mères de famille avec des enfants au dos. Il y a des femmes sans enfants. Bon, donc voilà. Donc c'est... Est-ce que je peux me permettre, est-ce que mes yeux voient que certaines d'entre elles ont une calebasse sur la tête? Oui, c'est des vendeuses. Oui, voilà, c'est des calebasses sur la tête, oui. D'autres, des paniers aussi. Donc, voilà. Ici, je voulais juste montrer un peu cette solidarité-là quand les vendeuses, quoi, autour du sujet du commerce. Comment une sculpture comme celle-ci finit par résister aux intempéries?
Bon, c'est pas fait en principe pour rester à l'extérieur. Hein. Okay. Je suis en train d'étudier pour des grandes sculptures, évidemment, le sujet est en étude, mais ici c'est pour vraiment l'intérieur. Donc c'est la sciure de bois et la colle, et là-dessus, je termine par la peinture, question de les habiller un peu en couleur. Et puis, bon, la peinture, c'est la peinture à l'huile. Oui. C'est vrai que sous la pluie, la sculpture ne va Ça pas tient. fondre comme Oui. du sucre. Ça tient. Mais ça tient, pas de problème. On peut même les nettoyer à l'eau. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est la question de rester à l'extérieur tout le temps, chaud, froid, humide, sec. C'est ça que je suis en train d'étudier en ce moment-là. Mais pour le moment, c'est conçu pour l'intérieur et c'est parfait à l'intérieur, pas de problème. Chers amis followers, on va se retrouver à l'extérieur de l'atelier de Rhodes Macambo pour vous faire vivre des sculptures géantes et imposantes. Ce sera dans quelques instants seulement. Alors, Rhodes, ici on te voit peindre une grande toile. Oui. Est-ce que tu sais nous raconter l'histoire que cette grande toile cache? J'essaye de faire un paysage. Donc ici, c'est un coucher du soleil. Ok. Donc je représente un coucher du soleil. Mais là, vraiment, je suis au tout début là. Hein. Ok. Je vous inviterai peut-être à venir voir à la fin. Donc, je vais faire des arbres. Il y a un des paysage. arbres qui vont Oui, arriver. je vais dessiner des arbres. Voilà. Tout ça. Bon. Et donc, c'est un paysage de coucher du soleil. Donc, je fais des personnages, comme vous avez vu à l'intérieur, des scènes de marché. Mais je fais aussi des paysages avec. Ici, j'avais envie de dessiner un peu ce grand soleil. Africain, oui. Avec toujours, comme nous avons des forêts aussi touffues, hein, toujours représenter aussi l'ombrage de ces grands arbres-là aussi en Afrique. Et puis je ferai une animation comme ça. Voilà, la maman avec son bébé sur un vélo qui est venue sûrement faire la visite de l'eau ou encore des pêcheurs que je vais mettre sur l'autre côté de l'île. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que je suis, c'est ce paysage-là que je suis en train de concevoir en ce moment à l'extérieur. Donc, pour être honnête, la création d'une œuvre d'art est une aventure. Une œuvre comme celle-ci, par exemple, oui. On part sur combien de mois? C'est le deuxième mois. Mais il faut dire que comme là-dessus. Oui, comme c'est par rapport au volume, hein, je ne sais pas la peindre. Tu as dit, moi je veux quelque chose comme ça, et finalement tu t'es lancé là-dessus. C'est pas une commande, c'est venu de moi-même. Oui. Je voulais tout simplement un peu parler du soleil. Du soleil, mais ça va aller quelque part. Alors Rhodes, je vais profiter, vu que tu es derrière une sculpture assez grande de taille et imposante. Est-ce que allez, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, comment ça commence, comment tu arrives à avoir une sculpture d'aussi grande taille et à côté, toi, tu es très petite par rapport à la sculpture. Comment tu arrives à faire ça, Rhodes? Mais déjà, c'est vrai qu'ici, vous avez plus ou moins le travail. Il y a encore des bras à faire, hein, il y a encore du boulot. Mais c'est presque à la fin là. Okay. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est toute l'armature à l'intérieur. Oui, j'imagine. Parce que je fais la soudure à l'arc. J'ai ma boîte à souder, donc il y a tout le dessin qui est fait avec les barres de fer. Donc si je comprends bien, quelque chose comme celui-là, il y a un dessin, il y a un croquis qui est fait, avec des dimensions. Oui, avec les barres de fer. Et tu fais de la soudure en plus. Oui, je fais de la soudure à l'arc. Et donc, je fais un système entre les deux parties. C'est en fait une sculpture qui est
que j'ai conçu comme ça pour faciliter d'abord les questions de transport. Oui. Parce que ça, je peux les déplacer pour aller à des expositions, comme je venais de le dire, en plein air. Mais donc, je les monte en deux parties. Okay. Il y a la partie basse et la partie haute que je joins ensemble avec un système de barres de fer, de la soudure et tout. Donc, la sculpture, elle fait 3 mètres et quelques, mais c'est en deux parties. OK. Ça, c'est le secret. Le secret. Et elle pèse, puisque le socle, tous ces barres de fer-là sont coulées en béton. Ah, la base, la structure est en béton pour pouvoir... Oui, juste le socle. Oui, le socle, pour pouvoir la maintenir debout face aux intempéries, le vent, par exemple. Voilà. Et donc, si je prends le poids du socle, le poids des barres de fer et la matière, la sciure, bon, c'est vrai que la sciure ne pèse pas beaucoup. Et donc, pour cette sculpture, on est quand même à 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos. Presque 100 kilos. Et ce sont des sculptures que tu présentes dans des expositions en extérieur, en plein air, dans le festival. Ça doit être vu à distance. Pour pouvoir admirer et contempler. Voilà. Super. C'est comme le tableau aussi, ça va aller sur un coin assez large et ça doit être vu aussi à distance. Magnifique. En tout cas, nous te remercions, Rhodes, pour ce que tu nous as montré. On voit encore qu'il y a une autre sculpture, mais celle-là, elle a les bras. Elle tient des, on va dire, des quoi? C'est des fagots de bois? Oui, des fagots de bois. Voilà. On voit que ce sont des sculptures très impressionnantes. Original surtout. Authentique et surtout cohérent. Bah oui. Cohérent à mon message, à ma démarche artistique. Effectivement. On va se retrouver en intérieur pour conclure cette émission. Mesdames, Messieurs, vous avez vu Rhodes Makumbu et pas Makambu, comme je l'ai dit, Makumbu. Voilà. Vous a présenté son œuvre ici en extérieur. On va se retrouver en intérieur pour conclure l'émission. Mettre en avant les profils issus de la diversité sur le continent européen est notre ambition sur CFP Mediaprod. Et aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir l'art. Et c'est une enfant du Sud dont les médias traditionnels ne vantent pas ses talents et son potentiel. Amis followers, merci d'avoir regardé cette autre production de Culture Sud avec comme invité Rhodes Makumbu, artiste plasticienne. Merci à toi, Rhodes, d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et on espère te retrouver très rapidement, peut-être au Congo, avec les enfants que tu encadres de ce côté-là. OK. Merci. Vous aussi, si vous souhaitez participer à notre production, n'hésitez pas. Envoyez-nous juste un petit mail à l'adresse cfpmediaprod@outlook.be ou alors au numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de votre écran. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, TikTok, Instagram pour ne rater aucune de nos futures productions. D'ici là, portez-vous bien